besoin. Ça À marche. tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Cédric Fay. Je suis sur la récupération de pluie depuis 2005. 2005-2014, j'accompagnais des installateurs et je réalisais des installations de récupération d'eau de pluie. Et depuis 2014, uniquement en bureau d'études sur la récupération d'eau de pluie et la gestion des eaux pluviales. Excuse-moi, Cédric, je te coupe. Est-ce que tu peux activer ta caméra juste pour le démarrage? Oui. Alors, je ne peux pas, l'animateur l'a arrêté. Voilà ce que me dit le logiciel. Alors, l'animateur l'a arrêté. Alors, je vais te laisser continuer ta présentation et je vais essayer de la remettre en action. Merci. Voilà, merci. Donc, parallèlement à mon métier de bureau d'études, je fais des formations. Donc, j'ai monté une formation sur la récupération d'eau de pluie que j'ai fait en présentiel, notamment à Toulouse, il y a une semaine maintenant, ou sur ce format. Donc, l'idée, c'est de passer 1h30 ensemble, de faire le point sur les grands principes de la récupération d'eau de pluie. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et je vais essayer d'y répondre au fil de cette présentation. Alors, je crois que vous avez tous un accès Internet. L'idée, dans un premier temps, c'est d'apprendre à se connaître. Alors, hop, et je vais vous poser, si vous le voulez bien, 2-3 questions pour mieux savoir qui vous êtes. Afin d'orienter la présentation sur vos attentes particulières. Donc, le but aujourd'hui, on va appréhender les enjeux de la récupération d'eau de pluie. On va regarder les grandes normes et les textes réglementaires qui encadrent cette pratique. Et ensuite, on va regarder les différentes installations techniques que vous allez pouvoir rencontrer sur les différents dossiers. L'idée, l'objectif à la fin, c'est que vous soyez en mesure de conseiller, d'argumenter et d'installer, en tout cas de faire installer une solution de récupération d'eau de pluie. Donc, afin de mieux vous connaître, si vous le voulez bien, je vais vous demander d'aller sur un site internet que vous devez voir sur mon écran, qui est www.menti.com. Et si vous allez dessus, on va vous demander un code qui est le 35 06 80. N'hésitez pas à me dire si ça pose des soucis. Sur cette application, donc www.menti.com avec le code 35 06 80, je vous pose une question, à savoir de quel type de bâtiment vous faites. Donc, alors, vous allez peut-être en faire plusieurs, mais l'idée, c'est de me donner celui que vous faites le plus, savoir si vous êtes plutôt maison individuelle ou plutôt bâtiment industriel ou tertiaire. Donc là, j'ai une dizaine de réponses. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés à se connecter à ce site? Ah, je vois une personne qui me dit oui. Alors, est-ce que c'est sur un problème? Ok, ça marche. Bon, bah, super. Donc là, voilà, vous êtes une majorité pour l'instant à faire de la maison individuelle, mais vous êtes aussi assez nombreux du bâtiment et du logement collectif. Il y en a d'entre vous qui fait du bâtiment industriel. Donc voilà, je vais orienter ma formation de manière à répondre à chacun d'entre vous, et en tout cas à ce que les réponses soient adaptées au type de bâtiment que vous faites.
toujours pour apprendre à vous connaître, une seconde question va apparaître à l'écran. L'idée, c'est de voir un petit peu, est-ce que vous avez déjà fait de la récupération d'eau de pluie ou est-ce que c'est quelque chose de complètement nouveau pour vous? Que je sache si on rentre directement dans les détails ou si on passe par les bases. Ok, donc 24 réponses, un peu comme tout à l'heure. Donc plutôt aujourd'hui novice. Il y a quelques réalisations qui ont été installées, mais plutôt novice. Donc on va lors de la présentation commencer par les grandes bases de la récupération d'eau de pluie. Ok, puis j'ai un dernier point, une dernière question à vous poser. Aujourd'hui, si vous avez mis de la récupération d'eau de pluie sur vos chantiers, quelle était la raison? Est-ce que voilà, c'était pour faire des économies d'eau? Est-ce que c'était plutôt suite à des contraintes, un plan d'urbanisme qui vous l'imposait ou pour répondre à des labels, des éléments comme ça? Ok, donc c'est plutôt l'économie d'eau et des obligations via des PLU qui remportent aujourd'hui l'adhésion pour la mise en place de différents systèmes de récupération d'eau de pluie. Bon, ben, écoutez, super, je vous connais un petit peu mieux. Donc, je vous propose d'attaquer maintenant la présentation. Alors, je reviens sur mon PowerPoint. Voilà, je vous mets. Donc, on va commencer par les grands enjeux de la récupération d'eau de pluie. Alors, l'enjeu principal aujourd'hui, effectivement, c'est que sur notre planète bleue, l'eau disponible, alors ce qu'on appelle l'eau disponible, c'est une eau qu'on peut facilement aller chercher pour la rendre potable. Cette eau disponible, en fait, représente 0,03% de l'eau qui est sur Terre. Donc, en fait, cette eau disponible, elle est assez rare et beaucoup plus rare qu'on ne peut l'imaginer aujourd'hui. On a beau être sur la planète bleue, l'eau douce est de plus en plus rare et l'eau douce disponible encore plus. Donc ça, c'est le premier point qui est important. On entend beaucoup aujourd'hui parler de stress hydrique. Le stress hydrique, c'est le manque d'eau pour toutes les applications nécessaires à l'homme. On le voit, l'eau disponible est assez limitée. Par contre, la consommation d'eau augmente de manière très importante, bien sûr par l'augmentation du nombre de personnes qu'il y a sur la Terre, mais aussi plus les pays sont développés, plus la consommation d'eau est importante. Un Américain va consommer 3 à 4 fois plus qu'un Européen, qui lui-même va consommer 5 à 6 fois plus d'eau qu'une personne vivant en Afrique ou en Asie. Donc, plus les pays se développent, plus nous devenons de gros consommateurs d'eau et en plus, nous sommes de plus en plus nombreux. Donc ça, c'est le problème au niveau de la ressource en eau et de la consommation. Mais il y a un deuxième point qui est important aujourd'hui et je crois que vous l'avez connu il n'y a pas longtemps. C'est notamment un changement du régime des pluies avec de plus en plus de périodes de sécheresse et de plus en plus de périodes d'inondation. Alors moi, je suis basé en Bretagne. On n'a pas eu de grosses pluies ces derniers temps, mais aux images, je crois que vous les avez subies de plein fouet ces derniers jours.
Et le rapport Jouzel, qui est un rapport qui est sorti il y a quelques années sur l'évolution du régime des pluies, nous dit qu'on va de plus en plus connaître ces périodes de sécheresse et ces périodes d'inondation. Donc, il va falloir intégrer la récupération d'eau de pluie dans la gestion des eaux pluviales. Et aujourd'hui, toutes les villes, toutes les communes, toutes les agglomérations commencent à réfléchir à une meilleure gestion de cette problématique d'eau de pluie. Voilà. Donc, pour continuer sous les enjeux, alors j'ai une dernière question sur Mentimeter. Donc, on peut retourner sur le site, donc toujours www.menti.com. Toujours le code 350680. Et alors, donc là, je vous demande des mots. Vous écrivez les premières idées qui vous viennent par la tête. Quels sont les avantages pour vous à récupérer les eaux de pluie ? Donc, le mot économie revient en priorité. Temporiser les afflux. Beaucoup sur les développement durable, effectivement, économie d'eau. Je vois aussi eau saine et non calcaire. Ce sont des éléments qui sont importants. L'eau de pluie est une eau qui est naturellement douce. Donc, à lire vos réponses, on est beaucoup dans les économies d'eau, dans le développement durable, etc. Mais il y a aussi d'autres réponses qui sont très intéressantes et on va en parler tout à l'heure. Une personne a parlé de temporiser les afflux d'eau. L'eau gratuite, les gains, l'économie. Ouais, donc, on retrouve énormément tous ces thèmes. OK. Alors, effectivement, on va pouvoir classer en 3 catégories les intérêts de la récupération d'eau de pluie. On va avoir un intérêt environnemental, donc on l'a dit, réduction des consommations d'eau potable, donc c'est autant d'eau qu'on ne va pas aller pomper dans les nappes phréatiques. Mais on va aussi avoir une réduction des rejets d'eau pluviale. On parlait il y a quelques minutes d'inondation. Si ma cuve de récupération d'eau de pluie est vide au début de l'orage, le temps qu'elle se remplisse, les 2-3 premiers mètres cubes pour une maison individuelle ou les 20, 30, 40 mètres cubes pour une industrie, c'est de l'eau qui ne va pas aller se rejeter sur les réseaux d'eau pluviale. Et alors, autre chose qui est un peu plus anecdotique, quoique aujourd'hui, le 3e poste de consommation électrique des collectivités, c'est la gestion de l'eau avec l'assainissement et l'alimentation en eau potable. Consommer de l'eau de pluie permet de faire des économies au niveau électrique. Il faut à peu près 4 fois moins d'énergie pour récupérer et utiliser 1 mètre cube d'eau de pluie par rapport à 1 mètre cube d'eau potable. Deuxième aspect, vous l'avez cité, et c'est celui qui apparaissait le premier, c'est que l'eau de pluie est une eau gratuite. C'est une eau qui ne va rien nous coûter, à part l'installation de la récupération d'eau de pluie. Mais il y a un deuxième impact aussi qui peut être très important pour vos clients, alors que ce soit un aspect financier ou plutôt d'utilisation, c'est ce que j'appelle la continuité d'exploitation même en cas d'arrêté sécheresse. Mon particulier va pouvoir continuer à remplir sa piscine avec de l'eau de pluie en période d'été. Il va pouvoir arroser son jardin avec l'eau de pluie, même en cas d'arrêté sécheresse. Ma collectivité, en cas d'arrêté sécheresse, on va lui demander de moins laver ses rues. Un orage arrive le 14 juillet, le 15 juillet, le 16 juillet, et la collectivité peut laver les rues. Même chose sur un transporteur routier qui va pouvoir, lors d'un arrêté sécheresse, continuer à laver ses camions avec de la récupération d'eau de pluie.
Donc, ça sont des éléments qui sont très importants parce que de plus en plus pris en compte par les maîtres d'ouvrage. Dernière chose, vous l'avez cité aussi un petit peu tout à l'heure, ça permet d'aller chercher de temps en temps des réponses ou en tout cas de répondre aux critères HQE ou BRIM que va nous imposer la collectivité ou le maître d'ouvrage sur certains ouvrages. Et le dernier point, alors, il a été cité aussi rapidement, c'est un côté qualitatif. C'est une eau qui est naturellement douce, donc qui est très bonne par exemple pour les machines à laver, on n'a pas de tartre, mais c'est une eau sur laquelle aussi on n'a pas rajouté de produits comme du chlore, etc., qu'on va rajouter dans l'eau potable. Donc il y a un aspect aussi bénéfique pour la planète. Et après, il y a aussi un bénéfice d'image pour la société ou pour la commune qui va utiliser cette eau de pluie récupérée. Alors, quand on présente les avantages de la récupération d'eau de pluie, notamment avec des gens du Sud, face à un Breton que je suis, j'entends souvent « oui, mais il ne pleut pas partout en France ». De la même manière. Alors, c'est pour cette raison que je vais retourner une avant-dernière fois sur le site menti.com et je vais vous poser la question suivante. Est-ce que vous pouvez me classer les villes qui apparaissent, donc Rennes, Brest, Nice, Biarritz, Paris et Perpignan, de la moins pluvieuse, donc vous lui mettez la note de 1, à la plus pluvieuse, vous lui mettez la note de 6. Il y a une faute, j'ai mis pluvieuse, mais c'est la plus pluvieuse. Donc de 1 à 6, si vous pouvez me classer ces villes. Alors, Biarritz, Brest, Rennes, Paris, Nice et Perpignan pour l'instant. Brest prend le leadership. Ok, donc vous m'avez cité Brest en 1, Biarritz, Rennes, Paris, Perpignan et Nice. Alors, enfin, je l'ai dit dans l'autre sens, de la plus pluvieuse à la moins pluvieuse. Ok, allons voir la réponse, voir si vous avez tout. Alors, je vais le remettre comme ça. Alors, dans les villes, vous m'avez dit que la ville la moins pluvieuse était pour vous la ville de Nice. Eh bien, c'est fou. La ville la moins pluvieuse sur les 6 villes citées, c'est la ville de Perpignan. Donc, la deuxième pour vous, ça devrait être Nice. Eh bien, c'est encore à côté. C'est Paris qui est la deuxième ville la moins pluvieuse sur… donc, les données viennent de Météo France et c'est la pluviométrie annuelle qu'on peut avoir. Donc, c'est une moyenne sur les 20 dernières années. Perpignan, Paris, suivi de Rennes. Je suis désolé pour tous ceux qui pensent qu'en Bretagne, il pleut tout le temps. Mais Rennes n'est pas non plus la ville la plus pluvieuse de France. Il pleut d'ailleurs moins à Rennes qu'à Nice, qui arrive en 4e position. Alors, on voit que toutes ces villes se tiennent. Alors, là, ce sont vraiment des données chiffrées de Météo France. Effectivement, à Rennes, on va avoir plus de jours de pluie dans l'année qu'à Nice, mais au final, le volume d'eau va être légèrement inférieur ou à peu près équivalent. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un intérêt à même à Nice, malgré l'image d'Épinal qu'on peut avoir,
d'une ville qui manque d'eau. Et vous étiez pas loin, mais la ville la plus pluvieuse de France, effectivement, c'est Biarritz avec le Pays Basque. Alors, comme je sais qu'il y en a, d'après ce que j'ai su, il y a pas mal de personnes qui viennent, qui suivent la conférence et qui sont aux Antilles. Les Antilles, on a des pluviométries qui peuvent être beaucoup plus importantes que celle-ci, vu qu'on peut atteindre les 4000 mm, notamment à proximité du volcan de la Soufrière en Guadeloupe, et même sur donc, la Grande Terre, en Guadeloupe, qui est pourtant sec, on a une pluviométrie qui va être à peu près équivalente à la pluviométrie de Nice ou de Rennes. Voilà. Donc, comme je suis breton, j'aime bien vous montrer la carte météo qui montre bien que le soleil est en général chez nous. Voilà, l'idée, c'est vraiment de vous faire prendre conscience que vous soyez à Toulouse ou à Lille, la récupération d'eau de pluie est intéressante dans tous les cas de figure. Alors, après, une fois qu'on a vu que c'était intéressant un petit peu partout, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Comment on va faire de la récupération d'eau de pluie. Donc, la première chose, il faut savoir que il y a des textes aujourd'hui qui existent depuis quelques années et qui encadrent cette récupération d'eau de pluie. Donc, il faut savoir que la récupération d'eau de pluie est officiellement autorisée en France depuis le 21 août 2008. Il y a un arrêté qui est sorti, donc on l'appelle l'arrêté du 21 août 2008, qui autorise la récupération d'eau de pluie sur le territoire français. Et ensuite, vous avez des normes qui sont parues et qui permettent d'encadrer aussi cette récupération d'eau de pluie. Et parmi ces normes, il y a notamment la norme NFP 16005, dans laquelle vous allez retrouver tous les grands principes de la récupération d'eau de pluie. Et c'est à partir de cette norme que la formation que je vous présente est réalisée. Et ensuite, il y a une norme européenne qui est parue ces derniers temps, qui reprend globalement les mêmes éléments que la norme AFNOR. Voilà, donc ça c'est important parce qu'avant 2008, la récupération d'eau de pluie était tolérée par certains départements, interdite par d'autres, et ce flou existe encore dans l'esprit de certaines personnes. Lors de la formation que j'ai réalisée à Toulouse la semaine dernière, un des architectes me disait qu'il avait l'interdiction de mettre de la récupération d'eau de pluie sur un bâtiment, sur Saint-Nazaire, un bâtiment de logement étudiant. Voilà. Donc là, s'il avait connu cette norme, il aurait pu imposer sa récupération d'eau de pluie. Alors, que disent les normes dans leur ensemble? Déjà, qu'est-ce que la récupération de pluie? Qu'est-ce que l'eau de pluie? Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer sur le chat pour essayer de me dire ce qu'est la récupération d'eau de pluie? Enfin, ce qu'est l'eau de pluie, pardon. Non, bon, je vais vous donner la… Ah, si. Alors, évaporation de la mer, effectivement. Eau qui tombe du ciel, donc c'est la suite. L'eau s'évapore, elle tombe du ciel. Elle tombe du ciel, il y a une partie de cette eau qui va tomber et qui va se transformer en eau pluviale, et il y a une partie qui va rester en eau de pluie. Alors ça, c'est une petite subtilité que les gens ne connaissent pas forcément et qui est importante. Et je vous donne la réponse. Une eau de pluie, c'est une eau récupérée uniquement sur une toiture non accessible au public. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre goutte d'eau qui effectivement s'est évaporée, qui s'est transformée, qui s'est condensée et qui est tombée du ciel, si elle tombe sur une route, elle devient eau pluviale. Si elle tombe sur le toit d'un immeuble sur lequel on a mis un bar un peu à la mode, elle devient eau pluviale parce que ces eaux peuvent être polluées, soit par les polluants qu'on va retrouver dans le sol, sur les routes, les hydrocarbures, etc., soit sur notre bar par des boissons renversées, par des mégots de cigarettes, etc.
Donc, une eau de pluie qu'on peut récupérer et réutiliser, c'est bien une eau qu'on a uniquement récoltée sur une toiture non accessible au public. Non accessible au public ne veut pas dire non accessible du tout. Si on peut y accéder pour aller faire une intervention sur des éléments mécaniques qu'il y a sur la toiture, etc., pas de souci. Mais c'est vraiment une toiture qui n'est pas ouverte à monsieur et à madame tout le monde. Voilà, donc ça, c'est quelle eau j'ai le droit de récupérer. Ensuite, pour quels usages? Pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette fameuse récupération d'eau de pluie? Cette eau de pluie récupérée. Pourquoi j'ai le droit de l'utiliser et pourquoi je n'aurais pas le droit de l'utiliser? Alors, je vois qu'on parle d'arrosage, de jardin, de WC, piscine sanitaire, arrosage, WC, lave-linge. Pas pour de l'alimentaire, du sanitaire, sanitaire et arrosage, toilette, lave-linge, vaisselle. Machine à laver, douche, bain. La plupart des réponses, effectivement, sont bonnes. Il y a quelques erreurs. J'ai vu notamment le lave-vaisselle ou pour faire la vaisselle. Ça, c'est interdit. Aujourd'hui, alors, c'est ce qui est écrit en rouge sur le PowerPoint, l'usage spécifique pour tout ce qui est non alimentaire et non corporel direct. C'est-à-dire que pour simplifier, on va sortir de la salle de bain, on va sortir de la cuisine et on va pouvoir faire tout le reste. Même la buanderie, on a le droit. Donc, on a le droit d'utiliser l'eau de pluie pour laver le linge. On a le droit d'utiliser l'eau de pluie pour, bien sûr, l'arrosage, l'alimentation des WC, le lavage des véhicules. Et dans l'industrie, pareil, lavage de véhicules, refroidissement de machines. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on peut faire de la découpe avec de l'eau de pluie, etc. Par contre, on ne va pas rentrer, par exemple, dans les usines agroalimentaires. On va pouvoir nettoyer à l'extérieur de l'usine, mais pas à l'intérieur de l'usine. Alors, quelqu'un me pose la question sur les polluants sur les toitures. Alors, on va revenir après, notamment sur tout ce qui est polluants particules, tout ce qui est étanchéité bitumineuse. Et effectivement, là aujourd'hui, l'eau de pluie est quand même autorisée. Donc, on peut retrouver quelques polluants dans cette eau de pluie. Et c'est pour ça aussi qu'on ne va pas l'utiliser, par exemple, pour le bain. Alors, pour la piscine, j'en parlais tout à l'heure. Effectivement, la piscine, c'est du corporel. Donc, on peut se dire qu'on n'y a pas droit, alors que je vous ai dit qu'on avait le droit d'alimenter pour la piscine. Le législateur considère que la piscine, c'est une eau qui est traitée en permanence. Donc, à partir du moment où cette eau est traitée, il autorise que la récupération d'eau de pluie entre dans ce process et qu'on a le droit de remplir sa piscine avec une cuve de récupération d'eau de pluie. Alors, quid des piscines naturelles? Aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre une piscine qui va être traitée au chlore ou une piscine qui va être naturelle. Voilà, et je vois qu'il y a une petite guerre entre chacun pour savoir qui a posé la question le premier. Alors, une fois qu'on sait qu'on a ce qu'est l'eau de pluie, on appelle l'eau de pluie et non pas l'eau pluviale, et ce qu'on sait qu'on peut en faire, je vais vous donner des petites photos, ça va être plus simple. Voilà, arrosage, sanitaire, arrosage, voilà, process industriel, etc. Il y a quand même quelques bâtiments dans lesquels on n'a pas le droit de faire de récupération d'eau de pluie. Est-ce que quelques-uns, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler ou pas du tout? Non. Et donc, il y a deux types de bâtiments sur lesquels on n'a pas le droit en fait, on n'a pas le droit d'utiliser l'eau de pluie dans deux types de bâtiments. Le premier, non, c'est pas l'agricole. Là où on n'a pas le droit de rentrer,
c'est dans les établissements médicaux, paramédicaux et dans les établissements qui reçoivent de la petite enfance. Donc là, on peut éventuellement arroser les espaces verts d'une école maternelle et primaire, donc élémentaire, mais on n'a pas le droit d'alimenter les toilettes d'une école élémentaire. Alors, les conseils médicaux, c'est un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes. Donc, un EHPAD, c'est du paramédical. On n'a pas le droit de rentrer dedans. Et les hôpitaux, bien sûr, là, c'est complètement interdit. Voilà pour vous faire un point rapide de ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas en termes d'usage pour la récupération d'eau de pluie. Alors, une fois que je vous ai dit ça, je vais vous poser quelques questions. C'est la dernière fois qu'on va sur le site menti.com. Vous avez quelques bâtiments qui vont apparaître. Pour vous, est-ce qu'il est intéressant ou pas d'installer de la récupération d'eau de pluie sur ce type de bâtiment? Donc, si ce n'est pas du tout intéressant, vous lui mettez la note de -2. Peu intéressant, -1, neutre, 0 et jusqu'à 2 pour un bâtiment très intéressant. Alors, station de lavage auto. Ce qui est plutôt positif, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de note négative. OK. Merci à tous. Donc, j'ai noté vos réponses sur mon petit papier et on va aller regarder si on partage les… Alors, une station de lavage auto que j'ai appelée les flammes bleues. Donc, vous m'avez dit que c'était plutôt positif avec une note de 1,5. Ben moi, je lui mets un -2, un double négatif. Alors, volontairement, c'était un petit piège. Une station de lavage auto va être très, très grosse consommatrice d'eau, effectivement, jusqu'à plusieurs mètres cubes par jour, 2, 3, 4 mètres cubes sur les grosses stations de lavage auto. Mais la surface de toiture est très petite. Donc, en fait, une station de lavage auto, je vais peut-être avoir 60 mètres carrés de toiture, ce qui fait que je vais récupérer à peine à l'année peut-être 30 à 40 mètres cubes. Donc, il n'y a quasiment pas d'intérêt. Je vais récupérer l'équivalent de 2-3 jours de consommation d'eau. Donc, l'intérêt est très faible sur l'éléphant bleu ou autre station de lavage auto. À contrario, par exemple, ah oui, alors j'en avais rajouté quelques-unes en plus. Vous, sinon, c'était la concession automobile. C'est vrai que j'ai fait une modification, j'ai oublié de la faire dans le PowerPoint, je m'en excuse. La concession automobile, oui, là, c'est intéressant. On va laver 10, 20, 30 voitures par jour à chaque fois qu'il y a une voiture qui vient, mais on va avoir une belle surface de captage. Donc là, c'est intéressant d'avoir de la récupération d'eau de pluie.
Ensuite, je vous ai posé la question sur l'entrepôt Amazon. Alors, vous m'avez donné une note qui était de 0,5 et vous n'aviez pas tort. Il y a peu d'intérêt, surtout si c'est le dernier entrepôt qui vient d'être inauguré aujourd'hui, où on n'a que du robot. On a beau avoir de très grandes surfaces de toiture, je n'ai que du robot, donc je n'ai quasiment pas de consommation. Et ce qui fait que j'ai un intérêt qui est extrêmement limité à mettre en place de la récupération d'eau de pluie. Quelqu'un m'a dit que le son se coupait un peu. Est-ce que c'est encore le cas ou est-ce que ça va mieux? Bon, n'hésitez pas à mettre un OK sur le chat, ça va mieux. OK, super. Donc, l'entrepôt Amazon, pas d'intérêt, enfin, un intérêt limité. Par contre, un transporteur routier, la dernière question, il a énorme intérêt, surtout s'il lave les camions. Voilà. Il a un énorme entrepôt, il a beaucoup de récoltes et il lave les camions. Donc là, il y a un intérêt très fort. Ensuite, c'était la question de la maison individuelle. Donc, maison individuelle, vous étiez plutôt à 1,5. Pour moi, une maison individuelle, je mets juste, c'est pas là où on a les meilleures rentabilités parce que la consommation de la famille en eau de pluie va représenter 40 à 50 mètres cubes à peine à l'année. Par contre, le tertiaire, pour une installation qui va être à peu près identique en termes de citerne et en termes de groupe de surpression, donc de taille de pompe, on va peut-être avoir 40 ou 50 personnes dans le bâtiment qui vont consommer de l'eau. Et donc, pour un coût d'investissement identique, on va économiser beaucoup plus d'eau à l'année. Voilà. Et les deux derniers, c'était le supermarché et l'hypermarché. Vous leur avez mis une note quasiment équivalente, 0,5, 0,6. Le supermarché, moi, j'ai plutôt tendance à dire que l'intérêt, il n'est pas génial, à moins qu'on ait une piste de lavage auto, mais sinon, on a très peu de consommation dans un supermarché. Par contre, un hypermarché, là, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a des grosses récoltes, on a une grosse toiture et on a une grosse consommation. Il y a 2 points très importants de consommation d'eau dans les hypermarchés. C'est les laveuses de sol qui fonctionnent quasiment toute la journée, mais aussi les toilettes publiques qui sont de très, très, très gros consommateurs d'eau. Donc voilà, l'idée, c'était de vous faire un point et de vous alerter sur les fausses bonnes idées qu'on peut avoir sur notamment je suis un gros consommateur, donc c'est intéressant. Non, il y a toujours un rapport entre consommation, récolte. Et si dans les deux, on en a un qui est tout petit, une petite récolte ou une petite consommation, souvent le dossier est assez peu intéressant et assez peu rentable. Donc, au regard de ce que je viens de vous évoquer, je vais vous montrer 2-3 petites phrases qu'on entend régulièrement, notamment par des vendeurs de matériaux, et qui sont des phrases pièges sur lesquelles il faut faire très attention. Écoutez, messieurs, dames, votre consommation est importante, il faut donc une grande cuve et il faut 3 semaines d'autonomie. On entend souvent ça, une cuve d'eau de pluie, c'est 3 semaines d'autonomie. Si je suis mon fameux éléphant bleu et que je récupère, même lors d'une pluie d'orage, moins d'1 mètre cube et que j'en consomme 3 par jour, 3 par jour, donc 21 mètres cubes à la semaine, 60 mètres cubes, je ne vais pas mettre une cuve de 3 semaines d'autonomie de 60 mètres cubes, alors qu'à l'année, je récupère à peine 35 ou 40 mètres cubes sur le bâtiment. Donc ça, c'est une première erreur sur laquelle il faut faire attention. La deuxième, c'est exactement l'inverse. Vous avez une toiture importante, il est nécessaire d'installer une grande cuve. Donc ça, on voit bien que ça peut être le discours de certains vendeurs de cuves. Je m'appelle Amazon, j'ai beau avoir 50 000 mètres carrés de toiture, s'il n'y a que des robots dans mon entrepôt et que je n'ai pas besoin d'eau, ça ne sert à rien que je mette une cuve de 100 mètres cubes si je consomme à peine 1 mètre cube par semaine pour les quelques salariés qui sont dans les bureaux, parce que ma cuve sera pleine en permanence et je n'utiliserai jamais cette eau. Autre point aussi qui est important, alors là, on va plutôt parler à ceux d'entre vous qui font du bâtiment tertiaire ou du bâtiment industriel. Vous avez une grosse toiture, vous avez peut-être mis une petite citerne parce que vous avez été judicieux sur le dimensionnement, mais il vous faut un grand filtre pour traiter toutes les eaux.
C'est faux. Le filtre va être dimensionné pour récupérer les eaux afin de remplir rapidement la citerne. Si j'ai 50 000 m² de toiture sur mon entrepôt Amazon, mais que j'ai une citerne qui fait 3 m3 parce que j'ai une faible consommation, même si j'ai un DN d'arrivée des eaux en DN 500, je ne vais pas mettre un filtre en DN 500 sur ma cuve de 3 m3. Un filtre en DN 500 va réussir à accueillir à peu près 300 m3. Si j'envoie 300 m3 dans une cuve qui fait 3 m3, je vais la carchériser très rapidement. Donc, attention à ces éléments qu'on va entendre parce qu'il y a de grosses économies à faire, mais même au niveau de la fonctionnalité et de l'efficacité du système, surdimensionné, c'est souvent pas nécessaire. Autre élément aussi, là on va commencer à parler des économies parce qu'on entend souvent dire que la récupération d'eau de pluie c'est trop cher et que c'est pas rentable. Qu'est-ce qu'on alimente dans mon bâtiment? Je vais reprendre l'exemple d'un hypermarché. Je disais dans un hypermarché, je vais avoir deux ou trois gros points de consommation, les toilettes, la station de lavage par exemple, qui vont consommer 98% de mon eau. Je vais juste alimenter les toilettes et cette station de lavage. Je ne vais pas m'amuser à tirer des kilomètres de tuyauterie pour alimenter en eau de pluie les sanitaires du personnel qui sont à l'opposé du magasin et qui consomment que 1 ou 2% de l'eau de mon magasin. Pareil, quand je fais des bâtiments de grande hauteur, si la récupération d'eau de pluie ne me permet d'être autonome qu'à 20% de ma tour, j'ai une tour de bureau et donc je n'ai pas beaucoup de surface par nombre de salariés et l'eau de pluie compense 20% de mes consommations. Je vais chercher à alimenter les 20%, mes 20% de premiers étages. Si j'ai un bâtiment qui fait une vingtaine d'étages, eh ben, je vais peut-être alimenter que les 5 ou 6 premiers étages. Ça va me permettre de gagner en termes de canalisation, ça va me permettre de mettre des pompes beaucoup moins puissantes, mais pour autant, je vais quand même économiser toujours autant d'eau. Donc voilà, ça, ce sont plein de petits éléments qui vont vous faire gagner de l'argent et qui vont aussi faire en sorte que vous ayez des installations beaucoup plus simples à réaliser. Alors, je vous montre un site qui s'appelle www.la-banquise.com. Alors, on va aller dessus. Donc, c'est un site que j'ai créé, que je mets à votre disposition. Donc, vous créez un compte en cliquant ici. Sinon, moi, je vais me connecter avec mon compte. L'idée, c'est de vous aider à pouvoir réaliser des dimensionnements d'installation de récupération d'eau de pluie. Alors, le site ne fait pas tout. Si vous avez une industrie, il y a des problèmes de saisonnalité, il peut y avoir des éléments. Le site n'est pas là pour faire 100% des cas, mais il va faire la majorité des cas. Maison individuelle, logement collectif, immeuble de bureau, école, etc. Donc là, on va dire, on veut faire un immeuble de bureau. Je fais suivant. Je vais nommer le département. Donc moi, je suis dans le 35. Le logiciel va me proposer… Alors, dans certains départements, je n'ai qu'une ville. Dans certains, je peux en avoir jusqu'à 3. Donc, en général, les stations météo, c'est là où il y a des aéroports. Donc, on va prendre Rennes. Et là, je vais rentrer ma surface de toiture. Alors, il y a 6 types de toitures. Des toitures en pente, surface type verre, ardoise, etc. Des toits plats avec ou sans gravier et des toitures végétalisées. Donc ici, j'avais dit un immeuble de bureau. J'ai par exemple 300 m² en surface classique et j'ai 400 m² en toiture végétalisée, moins de 30 cm. Ça va me donner un coefficient, une surface totale de toiture et une surface active. Même principe que quand on calcule de la rétention d'eau. Derrière, alors les questions sont adaptées, bien sûr. Là, c'est un immeuble de bureau, donc je demande combien de salariés j'ai. Je ne sais pas, j'ai 250 salariés dans ces bureaux. Ils sont là 5 jours sur 7 et je veux faire des sanitaires et un peu d'arrosage sur
J'ai 40 mètres carrés de patio au milieu du bâtiment pour faire joli. Vous cliquez sur suivant. Alors, et là, alors je vois quelqu'un qui a répondu juste après. Je finis sur le logiciel. Il va me donner ma consommation d'eau à l'année pour faire les sanitaires. Donc là, 652 mètres cubes à l'année pour les sanitaires des 350 salariés, 25 mètres cubes à peu près pour l'arrosage. Et ça va me donner cette courbe-là, qui est une courbe d'autonomie en eau de pluie en fonction de la taille de la citerne. Donc, si on analyse un petit peu cette courbe, on voit ici que déjà au maximum sur ma toiture, je ne peux être autonome qu'à 50%. Ça veut dire que l'eau que je ne récupère sur ma toiture ne représente que 50% de ma consommation. Donc, on est typiquement dans le type de bâtiment où ça ne sert à rien d'aller alimenter par exemple tous les sanitaires, parce que même si j'alimente tout, je n'arriverai pas à être autonome en eau de pluie. Donc, je ne peux pas dépasser les 50. Et ensuite, si j'ai une citerne de 0 m3, forcément, je n'ai pas d'autonomie en eau de pluie, je n'ai pas de cuve. 10 m3, je suis autonome à 34%. Donc, 34% de mes 677 m3 seront réalisés en eau de pluie. Si ma citerne fait 20 m3, j'ai 42%, 45 pour une 30, etc. Et toutes les courbes ont toujours la même tête, c'est-à-dire qu'elles sont de forme plutôt logarithmique. Elles vont s'aplatir au bout d'un moment et on voit que ça ne sert à rien d'aller acheter des mètres cubes de stockage supplémentaires parce que entre 40 et 50 mètres cubes de stockage, je vais passer de 47 à 48% d'autonomie, je vais gagner à peine 1 mètre cube. Et la droite rouge en pointillé qui apparaît, c'est la préconisation que vous fait le logiciel. Voilà, donc ça, vous pouvez l'avoir pour vous. Vous pouvez le faire pour de la maison individuelle, etc. Et la deuxième chose, c'est que dans la citerne, jour après jour, sur une période de 5 ans. Donc là, on voit que la cuve a été régulièrement pleine. Hein, tous les points hauts, c'est quand la cuve était pleine et qu'elle a été régulièrement vide. Donc la cuve a été bien dimensionnée. Si je m'étais amusé, donc je vais déplacer la courbe rouge à prendre une citerne de 60 mètres cubes. Le logiciel travaille un peu. Voilà. Là, on voit que pendant des grandes périodes de l'année, par exemple entre juillet 2012 et janvier 2014, on n'a jamais réussi à remplir la cuve. Donc, clairement, on a acheté du volume de vide. Et pareil, entre février 2014 et même jusqu'à 2016, on n'a jamais réussi à remplir la cuve. Donc, ça veut dire que votre cuve est mal dimensionnée. Elle est beaucoup trop grosse au regard de vos besoins. Vous avez acheté du vide. Voilà, donc ce logiciel, il est complètement gratuit. Il est utilisé par personne. Voilà, les données ne sont pas réutilisées. Si vous voulez, vous créez un compte et vous cliquez dessus. Et comme vous avez vu, après, si je reviens sur l'accueil, vous pouvez sauvegarder les projets et revenir dessus plusieurs semaines, plusieurs mois après, pour faire des évolutions. Je vais profiter de ça pour aller voir les quelques chats que j'avais en cours. Donc, on me posait la question de l'éléphant bleu, pourquoi on n'utiliserait pas l'eau qui tombe sur la voirie? Alors, la problématique, c'est que vous avez des eaux de voirie qui sont des eaux pluviales et les eaux pluviales, vous ne pouvez pas les réutiliser, d'autant plus que l'éléphant bleu, il y a un élément qui pose problème, c'est que la plupart du temps, c'est du Karcher. Donc, qui dit Karcher dit brouillard d'eau et l'utilisateur va se retrouver dans ce brouillard d'eau. Donc, il faut qu'on ait une eau propre. Donc, pour l'éléphant bleu, l'eau de la voirie, ce n'est pas intéressant. Est-ce qu'il y a une couleur normée pour les PER de l'eau non potable? Non, il n'y a pas de couleur normée. Récupérer les EP pour des packs? Oui, on peut récupérer des EP pour des packs. Et on a quelques coupures. J'espère que ça s'est rétabli. Donc, voilà pour le logiciel, la banquise. Et alors, en plus, il y a le logiciel,
il y a son intérêt. Mais ce sont globalement les éléments que vous devez demander si demain vous faites appel à un spécialiste de la récup d'eau de pluie. Donc aujourd'hui, des bureaux d'études comme le mien, je n'en connais pas, mais il y a quelques spécialistes qui sont des vendeurs de matériel qui peuvent vous accompagner sur du dimensionnement. Demandez ce type de courbe. Il ne faut pas que la personne vous dise si, il vous faut une 40 mètres cubes, j'ai fait l'étude. Demandez ce type de courbe. C'est un outil que vous allez pouvoir utiliser avec votre maître d'ouvrage dans les discussions. Voilà sur les grands principes et le dimensionnement. Si c'est OK pour tout le monde, ce que je vous propose, c'est d'aller rentrer un petit peu plus dans le détail sur comment on fait une récupération d'eau de pluie, quels sont les éléments nécessaires, comment on passe de l'eau de pluie à l'eau de ville, quelles sont les sécurités qu'on doit mettre en place. Je continue? OK, bon, j'ai plein de OK, donc je continue. Donc, ici, alors, vous avez sur ce schéma, sur ce slide, un schéma qui est issu de la norme NFP 16005 qui vous présente une installation typique de récupération d'eau de pluie. On a notre toiture. Est-ce que vous voyez ma souris bouger ou pas? Hein? Oui, ah bah super. Donc, sur la toiture, vous avez ici une craponine qui doit être mise. Logiquement, elle est mise même si on ne fait pas de récupération d'eau de pluie. L'eau est dirigée vers une citerne. Avant qu'elle rentre dans la citerne, on a un premier filtre, un filtre grossier. L'idée, c'est d'éviter de retrouver des feuilles, des impuretés, toute la poussière qu'on peut retrouver sur la toiture. Ensuite, la citerne va être équipée d'une entrée tranquille, c'est-à-dire qu'on va diriger l'eau vers le fond de la citerne pour éviter de créer des remous. Voilà. Il y a un trop-plein ensuite sur cette citerne. Évacuer en cas de grosse pluie. Une fois que la citerne est pleine, on évacue les eaux sur le réseau d'eau pluviale. Et on a, si on est raccordé à un réseau d'eau usée notamment, on met des clapets en tire-tour. Si c'est du réseau unitaire, on va mettre aussi des clapets en tire-tour. Voilà, on va avoir un évent pour l'aération, pour permettre à l'air de chasser quand on remplit la citerne, et un trou d'homme de visite de citerne. Ensuite, alors, dans la maison, on va pouvoir alimenter donc les toilettes, le lave-linge et le robinet. Et on va avoir un système que je vais vous détailler après, ici, de passage automatique sur l'eau de ville en cas de sécheresse. Alors, à partir du moment où vous passez ici sur le réseau d'eau de ville en cas de sécheresse, il y a une chose que vous devez faire, et sur laquelle vous devez faire très attention, c'est à aucun moment, vous ne devez pouvoir contaminer le réseau d'eau de ville. C'est-à-dire que votre réseau qui part au château d'eau doit être protégé. Alors, certains vont me dire, on met un disconnecteur, on met un clapet en tire-tour, etc. Tout ça, c'est interdit. Ce qu'il faut, c'est qu'entre l'arrivée d'eau de ville, qui à un moment va se mélanger avec votre cuve, avec votre eau de pluie pour alimenter vos toilettes en cas de sécheresse, et le réseau qui vient du château d'eau, on est une disconnexion physique, ce que vous voyez ici. Donc, en dessous, j'ai une cuve dans laquelle je vais pouvoir avoir un mélange entre l'eau de pluie et l'eau de ville. Et avant, ici, j'ai mon arrivée d'eau de ville qui vient directement du château d'eau. Et entre les deux, j'ai une disconnexion physique qui fait que je ne suis sûr que l'eau venant du château d'eau ne peut être en contact avec une eau qui peut être de l'eau de pluie. Voilà, ça c'est un élément, c'est l'élément important de la récupération d'eau de pluie qui vous permet de garantir la sécurité du réseau. Voilà ce que ça peut donner aujourd'hui sur une installation. L'installation n'est pas finie, c'était en cours de chantier, après on met un petit entonnoir pour faire joli, etc. Mais si on regarde, voilà ce que ça peut donner une installation avec une disconnexion physique. Donc ça a été filmé dans une école, dans un collège à Aubervilliers.
parce que les collèges ne font pas partie de la petite enfance, donc on a le droit d'équiper des collèges. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'élément. Voilà. Maintenant, je vous présente le schéma type d'une récupération d'eau de pluie. Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver beaucoup chez les particuliers. Donc il y en a beaucoup chez vous qui font de la maison individuelle. Donc j'ai ma cuve. Je n'ai pas dessiné sur cette cuve le filtre, l'entrée tranquille, etc. Là, je suis plus sur le réseau hydraulique. Dans ma cuve, qu'est-ce que j'ai? J'ai un flotteur qui me permet de savoir si j'ai de l'eau ou pas. Si j'ai de l'eau, pardon, j'ai une pompe ici avec un petit ballon vessie pour éviter les coups de bélier. Ma pompe aspire dans la cuve directement. Donc, j'ai une crépine et un clapet anti-retour dans la citerne. J'aspire. Cette électrovanne-là est ouverte. J'aspire de l'eau et je la refoule vers les sanitaires, vers l'arrosage. Je n'ai plus d'eau dans ma citerne. Le flotteur détecte l'absence d'eau via une information qui est donnée à l'armoire électrique. Je vais ici inverser les deux vannes. L'électrovanne qui était ici ouverte, je la ferme. Celle qui était fermée, je l'ouvre. Et ma pompe vient pomper dans un bac qui, lui, se remplit en eau de ville. Et c'est sur ce bac que j'ai ma disconnexion qui fait que mon réseau qui vient du château d'eau est protégé. Donc, ça se fait de manière complètement automatique. Soit je pompe dans la citerne, soit je pompe dans le bac qu'on appelle un bac de disconnexion. Si jamais, pour ceux qui sont plutôt sur de l'industrie, sur du tertiaire, etc., je peux avoir une citerne qui est trop loin du local technique dans lequel je vais avoir ma pompe. Dans ces cas-là, je ne vais pas réussir à aspirer, ma pompe n'arrivera pas à aspirer et on va passer sur un deuxième schéma. On va venir ajouter dans la citerne une petite pompe de relevage, un vide-cave pour faire simple. Ce vide-cave, donc je vais avoir un bac de disconnexion qui lui est dans mon local technique avec différentes sondes. Ma sonde va demander, donc en fait la sonde LS03 ici, donc quand je vais consommer de l'eau, quand ma pompe va consommer de l'eau, on va toujours tirer l'eau sur ce bac. Mon niveau va baisser, à un moment je vais tomber sur le niveau LS03. LS03, je demande à ma pompe qui est dans la citerne de l'eau. Ma pompe remplit mon bac. J'ai de l'eau, je continue à fonctionner en eau de pluie. À un moment, ma cuve va être vide. Donc, malgré l'information donnée par le LS03, la pompe va refuser de se mettre en route parce qu'elle a sa propre sécurité, manque d'eau qui tourne. Mon niveau d'eau va continuer à baisser. On va tomber au niveau LS02. Et quand on arrive au niveau LS02, j'ouvre une électrovanne qui me permet de remplir le bac en eau de ville. Et donc, c'est dans ce bac que je vais passer de l'eau de pluie à l'eau de ville. Et ma pompe, mon groupe de surpression, va toujours aspirer sur le même bac. Le niveau LS04 permet de couper soit la pompe, soit l'électrovanne. Et le niveau LS01, c'est juste une sécurité manque d'eau pour arrêter la pompe si jamais j'ai plus d'eau dans mon bac. Donc voilà, donc, les deux systèmes fonctionnent. Celui-ci, on va le retrouver principalement dans l'industrie, dans la collectivité. Et celui-ci, on va le retrouver principalement dans la maison individuelle. Derrière cette station, je vais y ajouter une filtration. La plupart du temps, dès qu'on va sur des sanitaires, il faut une filtration. Et dans certains cas, un UV. Donc l'UV va tuer les bactéries par rayonnement ultraviolet. L'UV, moi, je ne le recommande que dans deux cas. Le premier cas, c'est l'utilisation d'un lave-linge, enfin de l'eau de pluie pour un lave-linge. Et le deuxième cas, c'est les fameux Karcher, les fameux éléphants bleus ou dans les mairies, enfin dans les services techniques, parce que là, l'utilisateur est dans un brouillard d'eau et par sécurité, on préfère passer l'eau sur ces rayonnements ultraviolets. Sinon, si vous n'alimentez que des sanitaires d'une école, enfin, d'un collège, etc., une filtration fine, 20 microns, 50 microns, ça suffit. Et ensuite, on va venir y ajouter des compteurs. Pourquoi? Parce que logiquement, vous devez payer la taxe d'assainissement sur l'eau de pluie qui est retournée au réseau. Donc, si votre bâtiment est connecté à un réseau public d'assainissement, sur toutes les eaux qui vont repartir au réseau d'assainissement, donc ici le compteur pour toutes les eaux qui partent vers les toilettes, l'eau qui perd vers l'arrosage n'a pas besoin d'être comptabilisée. En revanche, ici, toute l'eau qui est partie vers les sanitaires, il y a de l'eau qui vient de la cuve, mais il y a peut-être de l'eau qui vient déjà de l'eau de ville.
en période de sécheresse. Donc, on vient rajouter un deuxième compteur qui vient comptabiliser l'eau de ville qu'on a éventuellement renvoyée vers les sanitaires. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il faut. Et une fois que vous avez ces installations, là, vous avez une installation d'eau de pluie qui répond complètement à la norme, à la norme NFP 16005. Après, on va regarder un petit peu, si c'est toujours OK pour vous, le type de citerne. Alors, moi, je suis bureau d'études, je ne suis pas vendeur. Je travaille pour des fabricants de cuves plastiques et pour des fabricants de cuves béton pour les aider à réaliser leur gamme eau de pluie. Par contre, pour moi, il n'y a aucun produit qui est universel. Le meilleur choix va être défini en fonction de votre chantier et non l'inverse. Quel est le volume que vous allez devoir stocker? Est-ce que votre cuve sera aérienne ou enterrée? Quel est le type de sol? Voilà, et puis, quelles sont les contraintes? Là, par exemple, on va réaliser un dossier dans une école de commerce à Lille où les cuves, il faut les passer au-dessus des bâtiments pour les mettre dans un patio. Les cuves lourdes, ça pose problème. Et ensuite, quels sont les équipements obligatoires? Alors, une fois que vous avez répondu à ces questions, donc déjà, voilà, la cuve doit ressembler à ça. Vous allez avoir une préfiltration sur la cuve. Donc là, dans ce cadre-là, l'eau de pluie arrive ici. L'eau va traverser une grille et l'eau propre va tomber dans la citerne avec une entrée tranquille. Et les impuretés ou quand la cuve est pleine, tout ça, ça va partir au trop-plein qui est ce petit rond ici. Donc, on a bien une entrée tranquille. On a un trou d'homme de visite. Alors là, il n'est pas dessiné, mais il faut qu'il y ait un trou d'homme pour qu'on puisse visiter la citerne, un anti-rongeur et avoir surtout un revêtement inerte à l'eau de pluie. Donc, que vous soyez en béton, en plastique ou en acier, votre cuve doit être protégée d'échanges avec l'eau de pluie, notamment en acier. On va venir mettre notamment de l'époxy pour éviter la rouille. Alors, je vous ai montré sur ce schéma quelques photos, quelques schémas de citernes. Donc, en citerne aérienne, vous allez trouver de la citerne polyéthylène. Donc, ça, par exemple, c'est une citerne qui fait 3 mètres cubes. On peut en mettre plusieurs en série. On met ça dans des sous-sols, etc. Et on peut trouver aussi de la bâche souple, par exemple, sur de l'aérien. Alors, je profite. Je vois que j'ai une question sur les moustiques qui intéressent le Sud et qui intéressent aussi les Antilles. Les cuves, effectivement, doivent être protégées, notamment les cuves aériennes, doivent être protégées des anti-moustiques. Donc, quand on met un évent sur une cuve aérienne, l'évent, en fait, il y a une mousse qui permet à l'air de passer, mais aucun moustique ne pourra passer. Donc, la cuve doit être complètement hermétique à toute entrée de moustique, par exemple. Après, sur les cuves enterrées, c'est exactement le même principe. La cuve, et en tout cas, dès qu'il y a un évent, etc., on doit avoir des évents qui ne laissent pas passer les moustiques. Donc voilà, 2 cuves aériennes et la bâche souple. Alors la bâche souple, l'avantage, c'est qu'en termes de coût, volume stocké, prix, il n'y a pas mieux. Par contre, ça prend de la place au sol et ce n'est pas forcément très esthétique. Mais sur un entrepôt, ça se met pas mal dans le monde agricole et on le met aussi dans des vides sanitaires, par exemple. Ça, c'est très, très intéressant. Et ensuite, vous avez des citernes. Donc, sur le petit volume, on va plutôt vous conseiller soit de la citerne en plastique, soit de la citerne en béton. Et les citernes de 0 à 10 ou 20 mètres cubes sont pour la plupart équipées d'un filtre en atelier, en usine. Donc là, par exemple, c'est une citerne qui vient d'un fabricant belge. Vous avez dans la citerne est positionné un filtre. Donc l'eau de pluie arrive ici, l'eau qui traverse le filtre, elle rentre dans la citerne via l'entrée tranquille. Et quand la citerne est pleine ou quand il y a des impuretés, eh ben, l'eau s'évacue ici. Donc on a bien une entrée, une sortie. La citerne se pose facilement. Quand on va travailler sur des citernes de plus gros volume, au-dessus de 20 mètres cubes,
on va plus savoir faire de cuves monobloc et on va travailler soit sur du polyéthylène. Aujourd'hui, on sait faire des cuves en polyéthylène jusqu'à 60 voire 100 mètres cubes. Soit là, c'est l'acier qui offre de très bons rapports structure, prix et facilité d'installation. La plupart du temps, quand on livre des grosses citernes de ce type-là, le filtre est livré en déporté. La classique vient de 3 mètres de diamètre, plus le berceau, elle fait 3,20 m. Tout ça sur un camion. Si vous lui rajoutez un filtre au-dessus, en général, au premier pont, le filtre reste sur place et le camion continue. Donc, on va livrer ça. L'avantage aussi, c'est que, par exemple, si vous avez un réseau d'eau qui passe à proximité d'un bâtiment industriel, on va dire un entrepôt logistique, allez mettre la citerne et allez faire un trou juste à côté. Si le réseau passe à 1 mètre, 1,50 m, c'est compliqué. Là, vous pouvez positionner le filtre, l'entrée, la sortie du trop-plein. Ici, ce sont les eaux propres. Allez les diriger vers la citerne que vous avez peut-être déportée de 10 ou 20 mètres. Donc, ça offre aussi des possibilités, des facilités en termes d'installation. Voilà globalement. Voilà, il n'y a pas une chose qui est mieux. Le béton, ce qui est bien. Alors, un avantage qui peut être un inconvénient, c'est le poids. Si vous avez des risques de remontée de nappe phréatique, le poids peut être très intéressant. Mais quand vous devez la passer au-dessus d'un bâtiment pour aller l'installer dans un patio et qu'on vous annonce que la cuve fait 10 tonnes, le VRD, il n'est pas très satisfait. Le plastique, c'est plutôt l'inverse. Donc voilà, chacun a son avantage et son inconvénient. Vous trouverez, j'en profite, je vous en parle juste après. J'ai créé un guide blanc, un livre blanc, pardon, sur la récupération d'eau de pluie que vous allez pouvoir télécharger sur mon site internet où je vous donnerai l'adresse. C'est pareil, c'est un livre qui vous donne toutes les bonnes pratiques et qui n'est affilié à personne. Et notamment dans ce livre, je vous conseille des citernes en fonction de leur taille, en fonction de leur emplacement. Quand je vous dis des citernes, je vous conseille du plastique pour le petit volume, du béton de 10 à 20 mètres cubes parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix et de l'acier au-dessus. Donc, je vous donnerai le lien pour que vous puissiez télécharger le document. Et ensuite, voilà ce que vous allez retrouver, les éléments que vous allez retrouver, vous, plutôt dans le bâtiment, si ça veut bien, voilà, ça veut bien passer. Donc, des groupes de surpression, monopompe, double pompe en fonction du volume. Quand vous mettez des citernes de stockage aériennes, on va avoir des filtres qu'on va mettre aussi dans le bâtiment. Et donc, ça, c'est la filtration avant la citerne. Et ici, c'est la filtration qui va être plutôt après la citerne. Voilà. Après, est-ce qu'on met du monopompe, du double pompe? Tout ça va dépendre des volumes et des débits dont vous aurez besoin. Je vous montre à quoi peut ressembler une récupération de pluie qui a été faite dans un collège. Oui, collège dans le 76. Donc là, c'est un bâtiment où on a beaucoup de place. On voit ici, on imagine la cuve, la bâche souple qui fait 25 mètres cubes. Donc là, c'est vraiment le coin. Elle continue sur quelques mètres à droite et quelques mètres devant nous. Là, c'est le bac de disconnexion. Alors, clairement, il est trop gros. Ils ont voulu mettre un bac de 1000 litres, un 500 litres aurait largement fait l'affaire. Et ici, on voit, si vous regardez, la disconnexion n'est pas totalement apparente. Donc moi, c'est un chantier sur lequel j'avais une mise en service à faire et surtout une mission de contrôle de l'installation. J'ai demandé à ce qu'on recoupe ici quelques centimètres de tuyau parce que le tuyau est à ras de la citerne et moi, je veux que le tuyau vienne à 5 cm au-dessus. Donc, j'ai mon bac de disconnexion dans lequel je vais mettre de l'eau de ville avec mon compteur et ma bâche souple. Et ici, alors, on ne le voit pas, mais derrière la pompe, il y a une électrovanne. Soit je viens pomper à droite et j'aspire dans la bâche, soit je viens pomper à gauche et j'aspire dans la cuve d'eau de ville. Je passe de l'un à l'autre en fonction du niveau d'eau dans ma bâche. Ensuite, je repousse l'eau. Elle passe sur des filtres. Là, dans ce cas-là, elle passe sur un UV. Alors, c'est exactement le contraire de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a un UV pour alimenter des toilettes. Ça n'a aucun intérêt. Après, ça a été imposé par le bureau d'études fluides qui a voulu faire l'installation.
Bon, bah, on l'a mis. On a beau dire que ça ne sert à rien, on l'a mise. Donc, une lampe UV. J'ai un compteur ici sur le départ et je pars aux toilettes. On m'a posé une question sur le coût. Alors, le coût d'une installation de récupération d'eau de pluie, c'est assez variable, bien sûr, en fonction des volumes. Si on parle du particulier, une vraie installation pour alimenter des toilettes, etc., je ne parle pas de la petite bâche qu'il y a sous la gouttière, la petite cuve de 1000 litres, on va être sur un budget fourni-posé de 5 000 € plus ou moins 1 000 € en fonction de la taille de la citerne, etc. Donc, ça, c'est une installation comme celle-ci, on doit être plutôt aux alentours des 10 000 € fourni-posé, parce que la bâche n'est pas chère, parce que c'est une bâche souple. Si on est sur des installations de 30 mètres cubes enterrées, etc., les installations en prix matériel, on va plutôt être sur du 13 000 – 14 000 €. Pour une école, c'est à peu près ce qu'on va retrouver dans les prix d'installation, enfin dans les prix de matériel. Après, il y a le coût de l'installation. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Je vous montre aussi quelques produits, à chaque fois, que vous allez pouvoir trouver sur le marché. Le petit produit, par exemple, que vous allez voir ici, donc le modèle de chez Grundfos, mais Willow en fait, Samson en fait et KSB en fait. Comme ça, j'ai cité 3 marques, je suis dans le clou de la législation. Dans ce modèle-là, vous allez trouver inclus dedans, alors je vais revenir quelques pages en arrière. Toc. Une électro, alors eux, ils travaillent avec une électro 23 voies plutôt que 2 électro 22 voies, mais c'est la même chose. Une électro 23 voies qui s'inverse, la petite armoire de gestion et le groupe de surpression et le bac de disconnexion. Donc, toute cette partie-là, vous allez retrouver ça dans le module de chez vous raccordez ça à la citerne, vous raccordez ici à l'eau de ville et vous raccordez ici le départ vers les sanitaires et l'installation fonctionne. Vous avez un produit à peu près équivalent, mais là on est sur du double pompe, on est sur un bac de disconnexion qui fait 150 litres, on est sur des volumes plus importants. Ça c'est un modèle de chez Willow Samson qui est plutôt sur l'industrie. Et vous avez un dernier modèle que je vous présente. Alors, je vous alerte tout de suite. Ce modèle, c'est un modèle que j'ai développé à la demande justement de professionnels qui permet sur les petites installations, en fait, qui va reprendre le principe de chez Grundfos. Vous allez avoir le petit bac de disconnexion, mais j'ai ajouté derrière tous les composants. Donc, vous avez l'électro 23 voies qui s'inverse, mais vous avez les compteurs, bien sûr la pompe, le ballon vessie, la filtration, éventuellement on peut rajouter. Voilà, donc ça c'est vraiment une installation. On arrive, on la pose, on branche l'arrivée d'eau de ville, le départ vers les toilettes ici, et derrière on vient brancher ici l'arrivée de la citerne. Le tour est joué, ça fonctionne. Voilà, donc il y a plusieurs fabricants qui font ça. Donc soit vous faites comme sur cette photo plutôt du kit, c'est ce qu'on va faire plutôt sur les grosses industries, le tertiaire, parce qu'on a des débits qui vont varier et puis on a des demandes assez particulières. Ou sur du matériel plus standard, on va pouvoir retrouver ces produits-là. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, les derniers éléments qu'il nous faut, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, bien sûr, les compteurs qui sont obligatoires parce que dès lors que vous renvoyez de l'eau de pluie au réseau d'assainissement. Et ensuite, éventuellement, stérilisation UV dans 2 cas que je vous ai cités, filtration fine dans quasiment tous les cas. Seul moment où on n'en met pas, c'est quand on fait de l'arrosage ou quand je fais de la récupération d'eau de pluie pour alimenter les balayeuses d'une collectivité, où là, je ne vais pas m'embêter à filtrer. Et ensuite, tous les réseaux d'eau doivent être marqués. Donc, autant je vous disais, il n'y a pas de couleur spécifique, mais par contre, dans votre bâtiment, à partir du moment où vous avez un réseau d'eau, vous devez le spécifier à chaque point d'utilisation. Donc, si vous avez un robinet, vous devez avoir un petit logo « Attention, eau non potable ». Et vous devez aussi marquer vos canalisations eau non potable.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur la récup d'eau de pluie. Je m'étais fixé 1h15 pour pouvoir avoir un quart d'heure pour répondre à vos questions, etc. Et je crois que nous sommes dans les clous. Oui, tout à fait, Cédric, tout à fait. On a des questions peut-être sur le QR, questions-réponses. Peut-être que tu as déjà répondu à ces questions. Faut-il déclarer une installation de récupération et à qui? Alors, c'est au maître d'ouvrage de déclarer son installation en mairie. Il faut savoir que personne ne le fait, même les mairies ne se l'autodéclarent pas, mais la législation dit que c'est au maître d'ouvrage de le déclarer en mairie. Autre question que j'avais, qu'est-ce que le BRIM? J'ai parlé du BRIM tout à l'heure, c'est une norme, en fait c'est le HQE, mais le BRIM est d'origine anglo-saxonne, alors que le HQE est typiquement français. Tout ce qui est bâtiment collectif, enfin, public, il va travailler en HQE, tous les bâtiments industriels, tout le milieu privé va plutôt travailler avec du BRIM parce que la norme est un petit peu plus claire. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement que vous souhaiteriez poser dans le chat? Entretien, j'ai une question sur l'entretien. Ah oui, l'entretien. La loi dit que la citerne doit être vidangée régulièrement. Si vous la dimensionnez bien, elle sera régulièrement vide, régulièrement pleine. Donc, cet entretien va être fait. Après, sur l'installation, il y a le filtre à changer à peu près tous les 6 mois. Alors, au début de l'installation, ça va plutôt être tous les 3 mois, mais quand elle tourne, c'est tous les 6 mois. Tous les 6 mois, il faut regonfler le petit ballon vessie. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Si vous avez une lampe UV, elle est à changer tous les ans. Nettoyage, le nettoyage de la citerne, ça fait partie de ce qu'on dit à partir du moment où si elle est régulièrement pleine, régulièrement vide. Après, je sais que sur l'industrie, sur la collectivité, on conseille tous les 4-5 ans de faire une vidange de cette cuve par un spécialiste. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, j'en ai d'autres qui arrivent sur le QR. Peut-on installer le module dans un vide sanitaire à 1 mètre de hauteur à proximité d'une… Oui, vous pouvez installer le module à 1 mètre de hauteur à côté d'une citerne souple. Il n'y a aucun souci à ce sujet. La lampe UV, une lampe UV chez un particulier va consommer à peu près 25 watts. Elle est allumée, par contre, elle est allumée 24 heures sur 24, mais c'est 25 watts. Donc, c'est très faible consommation. Quelle surface, quelle dimension font les kits? Les kits, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, les quelques photos. Oui, alors ça se met au mur. Celui-là doit faire une trentaine de centimètres de profondeur. Il doit faire 40 de large et 50 de haut. Et celui-ci, donc celui que moi j'ai développé, lui tient sur une demi-palette. Donc il fait 40 de profondeur, 80 de large et il fait 1,20 m de haut. Et le module ici, il fait à peu près les mêmes dimensions. Il tient sur une demi-palette à peu près. Pour le module de chez Double Pompe de chez Milo. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions que vous souhaiteriez poser? Alors. Sur votre kit, est-ce qu'il est possible d'avoir une sortie pour l'irrigation sans comptage ni filtration? Alors, il va avoir la filtration parce que ça va être compliqué de l'enlever. Après, oui, on peut faire une double sortie s'il y a besoin pour de… Alors, soit vous avez une double utilisation et là on fait une double sortie, donc une avec compteur et une sans compteur. Soit vous n'avez pas vous faites que de l'irrigation et dans ces cas-là, on peut vous faire sauter les compteurs et enlever les deux compteurs. On peut le faire à la demande. Alors, combien faut-il de temps pour faire une installation chez un particulier? Si vous mettez le petit modèle, par exemple, voilà, qui est là, le petit Grundfos, il se pose au mur, on fait 2 raccords et ensuite, si la nourrice qui part aux toilettes et à l'arrosage est déjà présente, en une demi-journée, c'est fait. On va rajouter un petit ballon vessie pour éviter les coups de bélier, les 2 compteurs. En une demi-journée, l'installation est faite. Après, il y a la pose de la citerne qui là va être faite plutôt par le terrassier.
Mais pareil, il va, bon, après, le temps qu'il fasse son trou, c'est ce qui est le plus long. En général, en une journée, il arrive le matin, le soir, le trou est fait, la citerne est posée et c'est remblayé. Faut-il déclarer une installation? Oui, oui, il faut la déclarer en mairie. Et c'est au maître d'ouvrage de le faire. Vaut-il mieux préférer une seule grande cuve ou pas de souci pour multiplier? Alors, si vous êtes dans un local technique, vous pouvez mettre plein de cuves, ça ne me pose pas de souci. En sol, ça se fait. Je suis toujours un peu, je préfère la grande cuve parce qu'on ne sait jamais s'il y a des mouvements de sol à terme, etc. Les connectiques qu'on va faire entre les deux cuves, est-ce qu'elles ne vont pas bouger? Est-ce qu'on ne va pas rendre l'installation fuyarde? Donc, moi, j'aurais tendance à vous dire, dans un local technique, ça ne va pas bouger, ce n'est pas un souci. Par contre, si vous êtes en sol, préférez la monocuve plutôt que la bi ou la tricuve. Voilà. Alors, retour sur amortissement. J'ai tendance à dire chez le particulier que ce n'est pas très rentable. On va être entre 15 et 50 ans. Alors, vous allez me dire que j'ai une réponse de Normand. Pourquoi? Le prix de l'eau peut aller de 1 euro à 1,20 € dans certaines communes, notamment des Alpes, jusqu'à 6 € à Saint-Malo. Donc, déjà, on va du simple au quintuple quasiment. Mais chez un particulier, alors, aujourd'hui, la rentabilité précise de l'eau de pluie n'est pas intéressante. Voilà, quelqu'un qui dit je fais de l'eau de pluie pour gagner de l'argent, chez un particulier, où il a l'intention de rester 30 ans ou 40 ans dans sa maison, mais ce n'est pas ce qui va le motiver. C'est plutôt le côté développement durable, etc. Par contre, là où il commence à y avoir un intérêt qui peut être assez fort pour vous, architectes, c'est que de plus en plus, les communes imposent de mettre en place des cuves de rétention d'eau. Donc, la rétention, c'est juste je stocke pendant un orage et je vide l'eau juste après, enfin, je vide la cuve juste à la fin de l'orage. Et là, maintenant, les fabricants vous proposent, et moi je vous préconise dans ces cas, proposer à vos clients des cuves doubles. C'est-à-dire que le fond de la cuve, donc si vous avez 2 mètres cubes par exemple de rétention obligatoire, proposez une 4 mètres cubes, vous aurez 2 mètres cubes au fond qui seront réservés à la récupération d'eau de pluie et les 2 mètres cubes supplémentaires qui seront dédiés à la rétention. Le trou était déjà prévu, la cuve était déjà prévue, ce n'est pas le surcoût de la 2 qui va être coûteux. Donc là, vous allez juste devoir acheter effectivement un groupe de surpression, mais là, vous allez trouver un intérêt parce que quasiment 50% de l'installation était déjà prévu par des travaux obligatoires. Donc voilà comment vous allez pouvoir retrouver de l'intérêt économique. Avez-vous des expériences sur le logement collectif? 20 logements, R+3, locaux partagés. Alors oui, on a fait des installations à Paris sur des logements HLM. On a 2000 m² de toiture, on doit avoir plus de 100 logements au total. Donc oui, on a des expériences. La complexité n'est pas une complexité technique. La complexité, c'est une complexité plutôt de faire passer, quand on a des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'ouvrage individuels, quand ce sont des particuliers qui achètent, c'est compliqué de leur faire passer toute la charge collective qui est la gestion de l'eau. C'est plus dans ce cas-là qu'on a des difficultés à le faire passer. Localisation Hérault, si c'était pour cette question-là, nous c'était à Paris, c'était pas dans l'Hérault, mais ça peut se faire partout. Peut-on coupler la cuve avec du forage? Oui, j'ai fait une installation dans ce sens pour une station de lavage d'un hypermarché. Je récupère l'eau de pluie. Quand je n'ai plus d'eau de pluie, je passe sur l'eau du forage. Et si je n'ai plus d'eau de pluie et que mon forage est à sec, là et seulement à ce moment-là, je passe en eau de ville. Donc oui, on peut coupler avec les deux. Faut vraiment qu'il y ait un intérêt. C'est-à-dire que si le forage donne suffisamment lui tout seul, voilà, économiquement, ça peut être compliqué de faire passer les deux. Mais oui, il peut y avoir on peut faire les deux. Pour un hôtel de 63 chambres, ça peut être rentable. Alors après, on va regarder en fonction de votre toiture. Mais oui, moi, je fais pas mal d'hôtels.
Et là, vous avez des grosses consommations d'eau pour les sanitaires. Ça va revenir à peu près à la même chose qu'un tertiaire. C'est-à-dire que vous allez avoir pour une surface de toiture énormément de personnes qui vont passer tous les jours. Donc, vous allez avoir un très bon ratio surface de toiture, consommation. Donc, oui, hôtel, très intéressant. Donc, ça, il y a des questions qui ne sont pas pour moi, je crois. Pour des tests non, ouais, oui, ça. oui, Okay. Cédric, voilà. Si vous avez je le précise, mais je l'aurais précisé à la fin de la webconférence, si vous avez des soucis techniques, n'hésitez pas, pour la prochaine webconférence, on peut prendre un rendez-vous par mail pour faire des essais techniques avant la webconférence. Voilà, c'est un petit message que je fais passer. Ok, Voilà. d'accord, pas de souci. Je pense que j'ai répondu. Alors, avez-vous des récup et eau grise? Alors, j'ai déjà fait des installations de récupération d'eau grise et j'ai fait de l'eau de pluie, mais je n'ai pas fait les deux jumelés l'une à l'autre. Mais oui, j'ai déjà fait une installation de récupération d'eau grise pour un internat. Alors, l'eau grise, aujourd'hui, la législation est un petit peu floue. Les solutions techniques fonctionnent. Ça nécessite par contre un peu plus de rigueur de la part des utilisateurs, notamment le principe de fonctionnement des eaux grises. On a deux traitements qui se suivent, un traitement biologique et un traitement physique derrière, souvent par ultrafiltration. Donc, le traitement biologique est là pour dégrader toutes les matières, savons et compagnie. Et il faut s'assurer que les personnes qui vont utiliser les douches ou qui vont réaliser l'entretien et le nettoyage de ces locaux n'utilisent pas de produits agressifs, que ce soit des antibiotiques ou que ce soit de la javel, parce que là, dans ces cas-là, on risque de tuer les bactéries et donc mettre en panne le système. Voilà, donc ça demande quand même une certaine exigence vis-à-vis des gens qui ont utilisé l'installation, mais le recyclage de grise fonctionne bien sinon. C'est quoi l'eau grise? Alors l'eau grise, c'est l'eau qui est issue des salles de bain, donc c'est principalement des douches, baignoires et lavabos. Donc c'est une eau qui est aujourd'hui considérée comme eau usée, mais qui est une eau assez facile à traiter et à rendre suffisamment propre pour réutiliser pour les toilettes. Donc en fait, c'est un peu le même principe que l'eau de pluie, mais au lieu de récupérer l'eau de pluie, on va récupérer ces eaux grises, on va les traiter, on va dépolluer et on va les réutiliser pour les toilettes. L'inconvénient, c'est qu'il y a du traitement, donc c'est un peu plus complexe. Mais l'avantage, et notamment par exemple, pour des hôtels, on parlait d'hôtels tout à l'heure, c'est que vous avez une relation forte entre l'eau qui vous arrive et la consommation. C'est-à-dire quand il y a du monde dans un hôtel, ils prennent leur douche et puis ils vont aux toilettes. Et s'il n'y a personne, il n'y a personne qui consomme et il n'y a personne qui vous donne de l'eau. Ce qui est un peu l'inconvénient de la récupération d'eau de pluie, c'est qu'on peut avoir beaucoup de monde on a le moins. Dans un cas, l'eau grise est plus intéressant parce qu'on a des petits volumes de stockage parce qu'en fait, on tourne vraiment quasiment en flux tendu. Par contre, le traitement est un petit peu plus lourd. Ok, écoutez, si on a fait le tour, de toute manière, si vous avez des questions subsidiaires qui peuvent arriver par la suite, voilà, n'hésitez pas à les envoyer par mail. Hein, on pourra aussi, Cédric pourra vous répondre. Oui, avec plaisir. On va clôturer cette webconférence. Merci à tous pour votre participation. Merci Cédric également. Merci. Alors, sachez que, évidemment, cette thématique, elle est aussi en formation. Hein, donc, si vous voulez en savoir plus, voilà, je vous invite à vous inscrire à la prochaine formation sur cette thématique. Voilà. Et alors, juste pour préciser, dans cette formation en présentiel, on déborde aussi sur des sujets que sont la rétention d'eau et l'abattement d'eau, donc l'absorption d'eau par les parcelles qui sont de plus en plus demandées dans les PLU, ce qu'on n'a pas le temps de faire en 1h30, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est de l'information hein, sur cette webconférence. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée. Et puis à très bientôt. À très bientôt, Cédric. Au revoir. À bientôt. Au revoir.